Salut les découvreurs! Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir la face cachée d'un des quartiers les plus visités de Paris, le Marais. Situé au cœur de la capitale, ce quartier historique est également l'un des plus animés. Nous avons sélectionné pour vous 5 pépites disséminées au sein du célèbre quartier du Marais. Nous commençons notre balade au sud-est de ce quartier emblématique avec les vestiges de la muraille de Philippe Auguste, située à l'angle des rues Charlemagne et Jardin Saint-Paul. Philippe Auguste succède à son père, le roi Louis VII, en 1180 et règne sur la France jusqu'à sa mort en 1223. À cette époque, la France des Capétiens est embourbée dans un conflit sans fin avec la dynastie anglaise des Plantagenets. En 1189, alors que son départ pour la troisième croisade se profile, Philippe Auguste ordonne la construction d'une gigantesque muraille pour protéger la capitale des attaques ennemies lors de son absence. Haute de près de 10 mètres et longue de 5000 mètres, elle s'étend sur plus de 250 hectares et encercle l'ensemble de la cité. Pour des raisons stratégiques, la rive droite, située plus au nord, est fortifiée en premier. La construction de cet édifice imposant ne sera terminée qu'en 1215. Parmi les 7 enceintes successives qui ont entouré la capitale, les vestiges de la muraille de Philippe Auguste sont les plus anciens qu'il nous reste. On trouve aujourd'hui une vingtaine de vestiges de cette muraille dans Paris. Ce pan de mur reste néanmoins le morceau le mieux conservé. Long de 60 mètres, on peut y observer les traces de 2 des 77 tours qui parsemaient la muraille, reliées entre elles par une courtine de 7 mètres de long. Nous continuons notre balade en remontant légèrement vers le nord, en direction de la rue des Rosiers. Située en plein cœur du Pletzel, le quartier juif, la rue des Rosiers fait partie des plus anciennes rues de Paris. Au Moyen-Âge, elle longeait les remparts de Philippe Auguste. Elle porte ce nom car il semblerait que des rosiers poussaient dans les jardins avoisinants. C'est au XIIIe siècle que la communauté juive vient s'installer dans le quartier, avant d'être chassée par les ordonnances d'expulsion des Juifs de France de Philippe le Bel et Charles VI. Dans les années 80, la rue des Rosiers est frappée par un terrible attentat. Le 9 août 1982, un commando fait exploser une grenade dans le restaurant de Joe Goldenberg, au milieu de plus d'une trentaine de personnes, faisant 6 morts et 22 blessés. Cet événement marquera durablement l'histoire du quartier. La rue des Rosiers est aujourd'hui connue pour tous les petits commerces et les boutiques qu'elle abrite. Des délicatessen aux restaurants traditionnels en passant par les boutiques d'objets ou encore les boucheries cachères, la rue des Rosiers est parsemée d'enseignes aussi uniques qu'atypiques. Si vous êtes amateur de voyages culinaires, la rue des Rosiers offre également un large choix de mets et spécialités culinaires juives que nous vous encourageons à découvrir lors de votre prochaine visite à Paris. Nous poursuivons ces découvertes par le jardin Frambourgeois-Rosier, situé à quelques pas de la rue des Rosiers. Cet espace vert atypique situé au cœur du quartier du Marais figure parmi les trésors cachés de la capitale. Le jardin Frambourgeois-Rosier est né de la fusion en 2007 des jardins privés de 3 hôtels particuliers, l'hôtel de Coulanges, l'hôtel Barbe et l'hôtel d'Albret. D'une surface totale de plus de 2000 m², cet espace vert très atypique est divisé en plusieurs secteurs. Depuis la rue des Frambourgeois, nous accédons à la première partie du jardin en passant par l'hôtel de Coulanges, un hôtel particulier. Véritable havre de paix en plein Paris, cette partie du jardin vaut le détour pour la vue qu'elle offre sur la très surprenante cheminée de la Société des Cendres. Utilisé jusqu'en 2002, cet étrange bâtiment servait à traiter les rognures, limailles et balayures des ateliers afin d'y récupérer de l'or et de l'argent. On peut encore y observer les coursives ainsi que les outils et les fours au sous-sol. Le deuxième secteur est le plus petit. Situé derrière l'hôtel Barbe, il est traversé par un petit chemin. On peut y admirer un magnifique figuier rampant ainsi qu'un marronnier. Enfin, la dernière partie du jardin bordant l'hôtel d'Albret est la plus récente. Ouverte en 2014, cette parcelle de 1095 m² est également la plus lumineuse. On peut d'ailleurs y observer les vestiges de l'une des 77 tours de la muraille de Philippe Auguste. Baptisé jardin Frambourgeois-Rosier lors de l'ouverture de la première parcelle en 2007, cet espace vert atypique a depuis été renommé Jardin des Rosiers Joseph Mignoret pour rendre hommage au directeur de l'école communale des Hospitalières Saint-Gervais située dans une rue voisine. Ancien résistant, Joseph Mignoret a sauvé la vie de nombreux enfants juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Ouvert au public, le Jardin des Rosiers permet de profiter d'un espace de détente bien loin de l'effervescence parisienne. Un véritable havre de paix en plein cœur de la capitale.
En redescendant vers la Seine, nous longeons l'hôtel Saint-Paul et arrivons devant le sublime hôtel de Sens, situé rue du Figuier. Cet hôtel particulier médiéval est l'un des rares vestiges parisiens de l'époque médiévale. Construit au milieu du XIVe siècle pour un certain Jean d'Estoménil, l'hôtel particulier passe dans les mains de l'archevêché de Sens quelques décennies plus tard. En 1498, le nouvel archevêque de Sens, Tristan Salazar, décide de reconstruire complètement l'hôtel pour en faire une demeure plus luxueuse. Cela donnera l'hôtel de Sens tel que nous l'avons aujourd'hui. Ce bâtiment a la particularité de mélanger architecture civile et militaire. Alors que les 3 tourelles et le donjon ont un objectif défensif et font penser à un château fort, le porche, la voûte d'entrée ainsi que les fenêtres travaillées laissent deviner que la demeure est habitée par de riches résidents. En effet, les archevêques ne sont pas les seuls à avoir vécu à l'hôtel de Sens. En 1605, Marguerite de Valois, la célèbre reine Margot, première épouse d'Henri IV, prend ses quartiers dans l'hôtel de Sens. Pendant presque un an, l'hôtel devient alors un haut lieu de fête, de débauche et de scandale. Quelques années plus tard, l'hôtel de Sens perd peu à peu son rôle résidentiel et se voit alors occupé par des entreprises et des artisans. En 1911, la ville de Paris rachète l'ancien hôtel, alors en piteux état, et entreprend de grands travaux de rénovation. En 1961, la bibliothèque Fornet, qui était alors située dans le 11e arrondissement, déménage et élit définitivement domicile à l'hôtel de Sens. Si vous avez l'œil, vous pourrez apercevoir un boulet de canon enchâssé dans la façade du bâtiment côté rue. Il a été tiré durant les 3 Glorieuses, les journées révolutionnaires de juillet 1830. Nous achevons notre balade à quelques mètres de là avec la découverte d'un édifice riche en histoire. L'église Saint-Paul-Saint-Louis a été construite rue Saint-Antoine entre 1627 et 1641 par 2 architectes jésuites sur ordre de Louis XIII. Première église jésuite de la capitale, c'est aussi la première église qui s'émancipe de la tradition gothique. Son architecture au style franco-italien est complètement unique. Ce mélange atypique est principalement dû aux inspirations diverses de ses architectes. Alors qu'Étienne Martelange est très influencé par l'Italie, François Doran inscrit le monument dans la tradition française. En effet, Étienne Martelange s'inspire de l'église du Gesù à Rome pour réaliser les plans de l'église. Bien que la forme de croix latine soit de tradition française, plusieurs éléments majeurs trahissent l'inspiration italienne, comme les hautes fenêtres ou la coupole par exemple, qui fait son apparition en Italie au début de la Renaissance. François Doran, quant à lui, dessine la façade en s'inspirant de l'église Saint-Gervais, située à quelques centaines de mètres de là. Les proportions élevées de la coupole, située à 55 mètres de hauteur, inscrivent l'édifice dans la tradition de l'art gothique français. À la Révolution, l'église Saint-Paul-Saint-Louis devient un dépôt de livres et certaines de ses richesses sont malheureusement pillées. La restauration de la façade de l'église est confiée à Victor Baltard. C'est lui qui lui donne le style baroque flamand qu'elle a aujourd'hui. De nombreux éléments datent ainsi de cette restauration comme la porte centrale. Mais si l'extérieur du bâtiment est remarquable, c'est son intérieur qui en fait un monument exceptionnel. Les nombreuses verrières ainsi que le dôme de l'église lui confèrent une luminosité inhabituelle. De nombreux ornements, sculptures et tableaux habillent le bâtiment. Chaque élément, de l'orgue à l'autel, fait de cette église un véritable trésor patrimonial. Un décor incroyable qu'on n'imagine pas quand on contemple la façade de l'extérieur. Avant de terminer cette découverte des pépites du Marais, j'en profite pour vous annoncer que nous proposons désormais des visites guidées virtuelles interactives avec un guide Les Découvreurs à la découverte des trésors patrimoniaux du Grand Paris. Alors si vous souhaitez embarquer pour un vrai voyage dans le temps et dans l'espace à nos côtés, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour en savoir plus, je vous mets le lien dans la description. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez envie de partager d'autres pépites architecturales cachées au cœur de ce quartier incontournable, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. À bientôt!